solidarité, le premier amortisseur social, les héritages, etc., il y a un dixième pour qui ça n'est pas le cas. Et ce dixième-là peut se sentir esseulé en fait, dans les discours communs, on peut se sentir seul quand tout simplement on ne bénéficie pas de cette réassurance, je sais pas, du confort, ou du confort familial, je sais pas comment appeler. Donc ça d'une part, et d'autre part, c'est un texte dont je ne voulais pas qu'il soit seulement écrit depuis mon expérience, je voulais pas seulement, je suis assez vite que je voulais employer un jeu, écrire à la première personne, mais je voulais montrer combien des alliances, pour reprendre ce terme, et combien des alliances, parfois avec des auteurs, des autrices, des artistes que je ne connaîtrais jamais, des inconnus, des gens de passage, combien des alliances avec les récits des autres m'ont permis, moi-même, de mettre en forme mon récit, m'ont permis de penser la forme de ma vie et de ne pas en avoir honte, de ne plus en avoir honte. Parce qu'en fait, on était plusieurs à vivre ces vies un peu bizarres, un peu à côté, un peu en décalage, un peu à l'écart. Et donc, je voulais que dans le livre, il y ait toutes ces espèces toute cette communauté de solitude que moi j'ai beaucoup trouvé dans les livres, dans l'art, de manière générale. Mais parfois aussi, j'en sais rien, ça peut être des discussions d'une nuit dans un bar comme ça, avec quelqu'un qui semble donner raison à votre vie, à la forme de votre vie, alors que la norme cherchait à vous donner honte de ça. Enfin, cherchait, je ne sais pas si c'est l'intentionnalité, mais voilà. Et donc je voulais rendre compte de ça, du fait que c'est un livre écrit depuis sans doute la part la plus âpre et la plus intime de moi-même. C'est un livre quand même de solitude et de solitaire, mais qui cherche à, justement, comme une bouteille à la mer, à se relier à plein d'autres solitudes qui pourraient être concernées par ce dont il est question. Et parmi les normes que vous évoquez, vous avez répondu un petit peu, mais si vous pouvez approfondir, même quand dans la sphère familiale ça ne va pas, il y a l'image de la famille. L'image de la famille vue de l'extérieur, pour préciser. Et ça aussi, pour vous, c'est quelque chose presque d'insupportable. Je pense qu'on est nombreuses à tout le monde a vécu ça. à subir une forme de surmoi familial, à avoir en tête une sorte de mythologie de ce que ça devrait être, et donc à ne pas réussir à supporter ou même à voir ce qui est. Et ça crée des tabous, ça crée des non-dits, parce qu'on ne peut pas dire ce qui est, puisque ça devrait être autrement. Donc ça crée beaucoup de silence, je pense, dans les foyers. Et je voulais partir de ça, de ces silences, de ces tabous, de ces non-dits. Du fait que parfois, c'est des trucs très concrets, on dirait que je suis très abstraite, mais c'est par exemple le fait de mettre le mot alcoolisme. Dans la mythologie familiale, on peut se dire non, on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui souffre d'alcoolisme autour de la table. Donc on ne met pas ce mot-là. On se dit qu'en ne mettant pas le mot, la chose n'existera pas, mais ce qui est. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait dans le livre, c'était d'essayer de nommer, peut-être pour mieux voir. Je crois, en tous les cas, en ayant écrit ce livre, à la fin de mon livre, je me suis dit peut-être qu'une structure familiale, je ne sais pas comment expliquer, un groupe qui va bien est un groupe qui n'a pas peur qu'on nomme ce qui se passe, qui ne craint pas, qui ne se défend pas de l'autocritique, de la possibilité d'un conflit, un groupe qui supporte ça, qui supporte le conflit, c'est peut-être un groupe qui peut encore se régénérer, etc. Et quand c'est pas le cas, oui, je pense que ça peut abîmer très profondément et que c'est très souvent une question vitale en fait. Ça abîme profondément les corps, cette espèce de silenciation, d'injonction au silence, de tabou, de surmoi qui empêche de parler, qui empêche d'agir. Vous parlez de silence, mais malheureusement, ça peut aller beaucoup plus loin avec la violence, notamment. Vers la violence, c'est une histoire de transmission aussi. Comment, jeune fille, parce que je crois que c'est dès 11 ans vous avez commencé à cogiter sur ça. Monter des plans d'évasion. Dès 11 ans, ce qui est inouï, parce que voilà, on n'imagine pas. Comment on se construit face à ça? Dans mon cas, il y a eu un événement en fait dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai découvert les livres. Ça paraît bête, ça paraît cliché, ça paraît mièvre, mais c'est vrai. C'est vraiment quelque chose. Enfin,
j'ai découvert, ce que je veux dire quand je dis j'ai découvert les livres, c'est que j'ai découvert en fait que le récit qui m'était imposé dans mon foyer, dans ma famille, dans ce que je pensais être la norme, puisque la famille c'est la matrice de ce qui me semble normal au départ, j'ai découvert que ce récit unique imposé à mon père, pour dire les mots, n'était pas si unique, enfin n'était pas la seule possibilité en fait, qu'il y avait d'autres manières de voir la vie, d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de se nourrir, d'autres manières de se raconter, et tout ça, je l'ai découvert, mais vraiment dans les livres, comme en contrebande, comme si je faisais quelque chose d'un peu illégal, quoi. Je découvrais que les gens racontent, qu'il y avait tout un tas de formes de vie, tout un tas de formes de liens, etc. Donc je dirais que c'est ça qui m'a... J'ai aspiré ensuite à rencontrer toutes ces personnes que je lisais dans les livres. Enfin, ça a soudain fait imploser ou exploser une solitude à laquelle je me croyais condamnée, je pense, quelque chose comme ça. C'est très beau parce que je pense que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles vous écrivez aujourd'hui, je pense. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Noël Pancralis, c'est-à-dire que je pense qu'au départ, moi, la lecture puis l'écriture a été une manière de déminer ou de déjouer une autorité paternelle notamment, mais à laquelle était soumise ma mère aussi, donc une autorité familiale violente, de déjouer cette autorité-là, mais finalement, quand on écrit, on rejoue quand même, on reprend. Enfin, écrire, c'est aussi faire violence, je pense qu'il ne faut jamais se duper là-dessus, quoi. Et donc, j'en ai bien conscience. J'en ai bien conscience que d'une certaine manière, je réponds à l'autorité par une autre forme. Jean-Baptiste, parce qu'il y a vraiment des choses qui traversent les trois textes. J'aurais bien voulu, si vous pouvez développer sur de quoi la maison hantée est-elle la métaphore, le symbole, parce que comme dans le texte de Blandine, il y a une perte de l'innocence très tôt, extrêmement tôt, je veux dire à 11 ans, une petite fille, je veux dire, c'est extraordinaire de penser à s'évader, je veux dire, et pas en jouant, c'est ça qui va plus loin. Il y a quelque chose de l'ordre de la perte de l'innocence, et quelque chose qui vous tient à cœur dans tous les textes que vous avez écrits, autour de l'enfance et la fin de l'enfance, peut-être. Oui, sans doute la petite Blandine aurait pu faire partie de la bande. Petite bande. Ah oui, clairement, ça c'est... effectivement, ces gamins, ils se débattent avec une forme d'incommunicabilité avec leurs propres parents. Et dans cette maison, en réalité, ils vont trouver une forme d'univers alternatif dans lequel peuvent prendre forme leurs rêves et leurs peurs les plus profonds, les plus secrets. Je pense que c'est d'une certaine manière ce qu'offre à la fois la littérature à travers la lecture et à travers l'écriture aussi. Cet espace de projection qui permet de se découvrir soi, à la fois de découvrir le monde et de découvrir d'autres expériences subjectives qui nous arrachent à notre quotidien, à notre réalité, qu'elle soit familiale, sociale, économique, etc., qui nous fait éprouver ce que c'est que d'exister dans d'autres peaux, dans d'autres lieux, dans d'autres temps. Et puis c'est aussi, en particulier je crois pour l'écriture, qui souvent pour les auteurs, je crois, une forme de prolongement de l'expérience de la lecture. C'est aussi un espace dans lequel l'imaginaire peut véritablement se déployer, où peuvent prendre forme toutes nos obsessions, nos angoisses. Et sans doute c'est aussi ce que l'on cherche à faire quand on revisite sa propre histoire, et c'est aussi le cas pour moi d'une certaine façon, même si j'ai choisi le prisme du genre. J'ai grandi dans ces années-là, j'ai vécu dans ces espaces-là, et avec ce livre, je revisite ma propre adolescence. La maison, c'est aussi la maison hantée, c'est aussi le lieu de la confrontation, c'est-à-dire qu'ils vont se confronter au monde. D'où peut-être le passage de, je ne sais pas, est-ce que c'est de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à quelque chose qui ressemble à l'âge adulte. C'est aussi se dire, je vais me battre, je vais me confronter, on y va dans cette maison hantée. Alors,
là on parle d'une manière globale, mais chacun, c'est vraiment des portraits qui sont plus vrais que nature. Je ne sais pas si vous avez pensé à des dont vous connaissez, etc., mais c'est extraordinairement vivant et réaliste. Mais chacun avec sa propre peur, en fait. Comment on fait face à une confrontation de ce type? Alors, tout d'abord, d'un point de vue plus, disons, symbolique, je pense que de toute façon, la désillusion, elle est inhérente à l'adolescence. C'est-à-dire qu'il y a toujours, à cet instant de la vie, il y a toujours ce point de bascule où on se confronte à la réalité du monde et à ce que c'est que de devenir adulte. Donc, c'est à la fois un territoire qui est fascinant pour la fiction, et puis je pense aussi que, d'une manière plus métaphorique, ça dit quelque chose de notre monde, de notre collectivité, et du fait que nous sommes nous-mêmes, tous ensemble, en train de nous confronter à une forme de fin, de prise de conscience de ce qui est désormais inéluctable. Et ce roman-là, il parle à la fois d'une adolescence, de l'adolescence dans les années 90, et je crois que de manière bien plus actuelle, il parle aussi de ce point de bascule où en fait le rapport, j'aime pas parler d'innocence de l'enfance, mais en tout cas cette capacité d'émerveillement, de rapport d'émerveillement au monde n'est plus possible. On joue encore, c'est-à-dire qu'on joue et on rêve encore, et là il y a quelque chose qui est presque d'un passage à un cauchemar, en fait. Oui, il bascule effectivement dans une forme de cauchemar, et cette exploration de l'adolescence. J'avais aussi conscience en travaillant avec le genre que le genre a souvent ses limites, et que par exemple le fait que les personnages y soient souvent peu développés fait souvent défaut en réalité à la littérature horrifique ou au cinéma horrifique. Et c'est pourquoi il était très important pour moi de prendre le temps de brosser chaque portrait. C'était d'autant plus important pour moi que ce qu'ils vont trouver dans cette maison se nourrit de leurs propres problématiques intimes, familiales, etc. Donc finalement, dans ce roman, même si j'annonce la couleur avec ce prologue qui est clairement fantastique, ensuite on a le temps de la contemplation, où j'essaie de planter cet univers, de recréer cet univers des années 90. Et mon idée, c'était que peu à peu, le fantastique viendrait à la fois contaminer le roman lui-même, le quotidien de ces adolescents et l'imaginaire du lecteur. Et quand même, si on peut mettre le focus sur ce huis clos, parce que qui dit normalement province, campagne, etc., c'est la forêt, c'est l'ouverture, c'est même une maison hantée, on n'est pas bloqué à l'intérieur d'une maison hantée. Le décor est très important. On peut s'attendre à quelque chose de découverte de la nature, etc. Et là, vous en faites un huis clos psychologique. Comment vous êtes arrivé à cette idée de rester dans ce huis clos? Je crois que c'était avant tout le désir d'utiliser le territoire du lotissement comme théâtre de cette histoire. Un lieu dans lequel tout se déroule. Oui, absolument. Et je pense que les banlieues ont été depuis très longtemps explorées par les Américains au cinéma à travers la représentation des suburbs, et en particulier dans le cinéma de genre. Et étrangement, en littérature européenne et française en particulier, on s'est très longtemps focalisé sur les représentations des villes ou des campagnes, mais la question des banlieues résidentielles est restée relativement à la marge. Et aujourd'hui, mais sans doute parce qu'il y a aussi des auteurs de la génération de Blandine ou de la mienne qui avons nous-mêmes grandi dans ces territoires-là, aujourd'hui on les représente peut-être un peu plus, mais ce sont des territoires sur lesquels les Américains ont projeté tout un pan de leur imaginaire et qui sont ici encore relativement peu explorés. C'était aussi pour moi cette envie-là de revisiter ces territoires et ces années-là où, alors j'étais pas capable de le nommer à l'époque, mais je pense que toute ma génération sentait qu'on grandissait avec une forme de malaise latent, avec une menace qui couvait à l'horizon. Et donc de quelle façon est-ce que je pouvais finalement
moi, en tant qu'auteur d'aujourd'hui, représenter cette menace-là et ce territoire-là. Est-ce que juste un petit mot, ou prendre le temps, un petit mot, c'est une façon de parler, ce que déclenche l'ENA auprès des quatre garçons, Max, Alex, je ne me rappelle plus, et Mehdi, parce que c'est le prénom de mon père, donc c'est facile, et Tom. Qu'est-ce qu'elle déclenche, l'ENA? Je pense que dans un premier temps, elle rapporte déjà, c'est la véritable héroïne du roman. Je pense que dans un premier temps, elle leur apporte une bouffée d'air frais, parce qu'elle vient d'ailleurs, elle vient d'un autre parcours de vie, etc. Elle va réussir à se nouer d'amitié avec ces garçons, et en même temps, c'est aussi celle qui est la plus courageuse, la plus intrépide. C'est elle qui va véritablement réussir à leur faire traverser d'une certaine façon les épreuves qui les attendent, à la fois en les conduisant dans cette maison et éventuellement en leur permettant d'en revenir. Je soupçonne un côté féministe, peut-être inconscient chez vous, parce que c'est la fille qui mène et qui déclenche. Alors je crois qu'on peut reprocher beaucoup de choses au cinéma de genre, mais le cinéma de genre a permis depuis toujours de faire exister des personnages féminins très forts. Oui. Je pense par exemple, pour n'en citer qu'une, au lieutenant Ripley dans Alien, ça fait partie des grands personnages féminins au cinéma, et très souvent les films de genre représentaient des personnages. Alors il y a aussi un certain nombre de femmes qui se font trucider dans les films d'horreur, nous ne voilons pas la face, mais il y a des personnages véritablement marquants qui sont des héroïnes qui se retrouvent à devoir combattre finalement des incarnations du mal. Et je pense que Elena, à sa manière, elle rend effectivement hommage à ces personnages-là en montrant de quelle façon ils peuvent incarner une forme de résistance. Et ce n'est pas pour vous déplaire. Absolument pas. J'ai adoré Elena. Dans le récit Jean-Noël, jusqu'ici, moi ça me plaisait beaucoup. J'utilise le passé, mais je veux reprendre le présent. Cette teinte nostalgique dans la plupart de vos textes, comme ça, ce qui me revient, c'est La Montagne, même si c'était un texte très très dur, il y a quand même une certaine nostalgie. Et là, dans celui-là, là où vous évoquez votre sœur, et ce que vous dites d'elle aussi, ce serait très important que vous le rappeliez, le côté intrépide, vous direz les mots exacts, parce que je parle par souvenir. Et là, vous dites, vous voulez dominer la nostalgie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est pas moi, c'est elle. Moi, grâce à elle? Oui, grâce à elle, moi je suis plutôt dans la nostalgie, dans la mélancolie, mais pas toujours, pas toujours. Tandis que ma sœur, comme vous reprenez l'adjectif intrépide, joyeuse, pleine de vitalité, et dans son temps, dans le présent. Ma sœur, on parlait de cinéma tout à l'heure, elle voit un film par jour, elle vit à Perpignan. Il y a le cinéma, le classique, il y a toujours elle voit le dernier film coréen, le dernier film africain. Ouais. Il y a 3 personnes dans une salle le matin à 11h, elle y est. Voilà. Elle voit tout. Et puis, surtout, elle est longtemps travaillée au bureau d'aide sociale de la mairie de Versailles, elle voit le monde d'aujourd'hui, moi aussi d'ailleurs. Oui. Et c'est à ce moment-là que je redonne la parole, on le disait tout à l'heure, parce qu'elle a des avis quand même très particuliers, parce qu'elle est je dirais une militante. Mais pas une militante affiliée à un groupe, une militante seule, qui peut rejoindre la manifestation collective, bien sûr, mais elle a son point de vue assez tranché sur les choses, notamment, on parlait du féminisme, elle a son héroïne, c'est Gisèle Halimi, c'est les matins de Bobigny, l'avortement, elle n'est pas tout à fait d'accord avec le néo-féminisme. Elle a son avis aussi sur la politique des migrants, le rapport entre l'hôtel est envahi, le jour des centres de signature est envahi par les policiers qui vont traquer les moindres migrants qui viennent d'Espagne. Elle est indignée par cela. Donc il y a plusieurs moments de la vie de ma sœur extrêmement contemporains. Voilà.
Donc c'est ça. Ça, c'est qui est très différent de vous, par exemple. Oui, mais là, je donne mon avis directement. Oui. C'est-à-dire, je me planque derrière ma soeur Voilà. pour donner aussi mon avis. Mais comme c'est le même avis, à peu près, vous voyez, au lieu de dire les choses franchement, je la brise derrière. En fait, c'est elle qui parle. Voilà.